à tous. Je m'appelle Julie Girard, je suis écrivain et philosophe. Dans mon travail, je m'intéresse aux nouvelles technologies, en particulier à l'intelligence artificielle. Mes romans, qui sont des romans d'anticipation, dépeignent le monde contemporain en pleine transformation. Je suis donc ravie que le thème de ce jour soit le progrès. Dans l'histoire de la philosophie, la notion de progrès a fait couler beaucoup d'encre, de Pascal, Rousseau à Condorcet. Si leurs vues divergeaient, ils s'accordaient à distinguer entre, d'une part, les progrès des sciences et, d'autre part, le progrès des mœurs. Alors aujourd'hui, nous mettrons de côté le progrès des mœurs dans une société conditionnée par la bien-pensance et nous privilégierons l'approche scientifique. Alors, qu'est-ce que le progrès? C'est la question que je me suis posée évidemment en vue de cette rencontre. On pourrait faire, depuis les années 2000 environ, on associe progrès et innovation. On pourrait faire la liste de toutes les innovations par secteur, mais nous ne serions pas davantage avancés sur ce que recouvre véritablement le concept de progrès. Ce concept paraît éminemment simple, et pourtant il est terriblement difficile à saisir. Il est difficile à saisir parce qu'il est en devenir, il est un devenir. Mais si l'on observe les innovations depuis le début du XXIe siècle, on se rend compte tout de même qu'il y a une constante. Cette constante, c'est que le progrès, aujourd'hui, dans notre ère contemporaine, est de nature topologique, c'est-à-dire qu'il concerne deux dimensions de la topologie, qui sont le temps et l'espace. Le plus grand bouleversement, le plus grand progrès du XXIe siècle, c'est la transformation de notre rapport au temps et de notre rapport à l'espace. Et ces transformations ont engendré un changement de paradigme total que nous sommes en train de vivre dans absolument tous les secteurs. Alors, de l'espace d'abord. L'espace a été radicalement transformé par sa dématérialisation. Au réel, c'est adjoint le virtuel. Et l'ouverture, l'émergence du virtuel a fait vaciller nos limites. Nos corps géographiquement spatialisés se sont déterritorialisés, pour parler comme Gilles Deleuze. Aujourd'hui, nous avons tous une localisation réelle. Vous et moi sommes dans cette salle. Et puis une localisation virtuelle. Nos avatars sont dans un espace interstitiel qui est peut-être un réseau social ou une application de messagerie. Pour d'autres, dans un espace totalement immersif, comme le jeu vidéo. Mais cette modification, cette avatarisation de notre être, liée au changement de l'espace, engendre une modification de notre rapport, de notre rapport au monde et surtout de notre être en soi, puisque l'espace conditionne ce que nous sommes. Si vous prenez vos papiers d'identité, l'une des premières mentions, ce sera votre lieu de naissance. Donc, dès l'origine, nous sommes géographiquement spatialisés. Vos souvenirs sont probablement associés à un lieu. On éprouve une émotion très vive dans un endroit, on s'en souvient. C'est typiquement le cas de la Madeleine de Proust. Cette modification donc, de l'espace, qui emporte une modification de notre être, a des conséquences sur notre rapport au temps. Dans le virtuel, le rapport au temps n'est pas du tout le même que dans le monde réel. Tout simplement parce que nos corps sont dématérialisés. Et par conséquent, l'idée d'une durée de vie humaine n'a aucun sens dans le virtuel. Dans ce contexte complètement remodelé, refondé, cette topologie renouvelée, il y a à mon sens une question qui est fondamentale et liée au progrès, c'est la question de l'État. Pourquoi? Parce que l'État est lié à l'espace. L'État est une entité politique qui exerce un pouvoir institutionnalisé sur un territoire donné. L'extension de ce territoire vers le virtuel pose la question de la capacité et de la légitimité de l'État à exercer ses prérogatives. Comment régner sur ce qui toujours échappe? Alors, à cet égard, les positions étatiques divergent. Les États-Unis et la Chine font preuve d'une permissivité notoire. L'Europe est beaucoup plus rigoureuse. Fidèle à lui-même, le vieux continent trace son sillon éthique. Mais comment conjuguer régulation et innovation dans le contexte géopolitique actuel? Plus encore, où placer le curseur de la régulation pour ne pas entraver l'innovation? Je crois que c'est l'une des questions les plus fondamentales, parce que la condition du progrès,
c'est la liberté d'entreprendre. L'Europe a besoin d'entreprises d'envergure, à même de tracter la croissance d'un État comme la France, comme d'un continent. Or, les licornes sont nécessaires, mais elles sont une étape, elles ne seront pas suffisantes. L'Europe et la France ont besoin d'entreprises trillionnaires, à l'image de Nvidia. Il en va non seulement de notre souveraineté, mais également de la pérennité de notre système social. La tech est le seul secteur capable de produire une croissance à 2 chiffres. Dans la situation actuelle, l'État a cruellement besoin de cette croissance. La redistribution à terme est un vœu pieux, sans politique de croissance centrée sur les nouvelles technologies. Alors que l'État assume depuis un certain nombre d'années la fonction que le philosophe allemand Peter Sloterdijk appelle la fonction de thérapeute imaginaire ou de distributeur de gâteries, la tech est plus que jamais l'avenir du citoyen français et du citoyen européen. Vous tous ici présents, vous êtes notre avenir, parce que c'est vous, et on en revient à la topologie, qui faites bouger les lignes, par votre travail, par votre talent et par votre créativité, une créativité qui a besoin de liberté. Je vous remercie.